Bonjour, merci d'être toujours si présent, toujours si nombreux aux rencontres d'Averroès, les 24e du nom. C'est toujours un plaisir d'être là. Avant de commencer, un petit mot sur RFI, une radio que l'on ne connaît pas forcément à Marseille. RFI, c'est Radio France Internationale. C'est une grande radio de service public, 400 journalistes à Paris, qui travaillent dans 14 langues, dont le français, et qui émettent dans le monde entier. Alors à Marseille, c'est un peu compliqué. On n'a pas de modulation de fréquence. On aura bientôt une fréquence en RNT. La RNT, c'est la radio numérique terrestre. C'est l'équivalent de la TNT, mais en radio. C'est promis pour Marseille bientôt. Ne me demandez pas quand, je ne sais pas du tout, mais on m'a dit bientôt. Donc RFI est une radio internationale qui émet dans le monde entier et qui a l'habitude de parler du monde. 400 journalistes à Paris, des centaines de correspondants dans le monde. On a toujours l'habitude de dire que ce qui fait une brève dans un journal, un grand quotidien de l'après-midi, ça fait toujours un développement sur RFI. En tout cas, le slogan de RFI, la signature de RFI, c'est les voix du monde. Donc il est tout à fait logique que RFI, qui est une radio du groupe France Média Monde, qui regroupe France 24, Monte Carlo Doualiya et donc RFI, participe à ces rencontres d'Averroès, et c'est toujours avec un grand plaisir. Alors après les interrogations, quelle liberté face au sacré, face à la terreur ? Et avant de se pencher sur le thème « Quelle liberté face au bouleversement économique et numérique ?» ce sera demain, ici même, à 11h, nous allons nous poser cette question « Quelle liberté face au pouvoir autoritaire ?» Et la question se pose car nos sociétés démocratiques n'ont plus vraiment la cote. Dans le monde, la démocratie recule. L'ONG Freedom House a ainsi constaté qu'en 2016, 67 pays ont connu un net recul en matière de droits politiques et de libertés civiles. Et pour les Européens que nous sommes, ce constat est assez perturbant, car nous avons longtemps cru que notre modèle démocratique, fondé sur l'état de droit, la séparation des pouvoirs, le respect des minorités, eh bien que ce système allait se répandre par capillarité à la surface du globe. Eh bien, c'est pas le cas. Et pour preuve, la Chine de M. Xi Jinping, les États-Unis de M. Trump, l'Égypte du maréchal Al-Sisi, la Russie de M. Poutine, la Turquie de M. Erdogan, et même au sein de l'Union européenne, la Hongrie de M. Orban ou la Pologne de M. Kaczynski, eh bien, les uns et les autres remettent en cause, à des degrés divers, ce modèle démocratique que nous connaissons bien et dans lequel nous nous épanouissons. Alors pourquoi les démocratures, construction de démocratie et de dictature, ou cette démocratie illibérale, comme on l'appelle aussi, séduit de par le monde, et comment réagir face à ces pouvoirs autoritaires qui grignotent et gangrène nos libertés? C'est le thème de cette troisième table ronde des rencontres d'Averroès. Je vous présente les intervenants qui ont accepté d'y participer. À mon extrême gauche, Michel Tubiana, président d'honneur de la Fédération des droits de l'homme et aussi président de l'association Euromède Droit. Michel Tubiana, en quelques mots, Euromède Droit. Euromède Droit, ça a été créé en 1997, donc nous sommes dans son année anniversaire. À la suite de la déclaration de Barcelone, Euromède Droit, c'est 80 organisations du nord et du sud de la Méditerranée qui consacrent leur activité à la défense des droits de l'homme. C'est donc à la fois l'affirmation de la pertinence d'une région euromène et aussi de l'universalité des droits de l'homme d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Cengiz Aktar, politologue turc, auteur de l'Appel au pardon, et l'Appel au pardon, c'est l'appel des Turcs, du peuple turc, du gouvernement turc face au génocide arménien. Il est professeur à l'université, non pas d'Istanbul, mais d'Athènes, ce qui est évidemment un paradoxe intéressant. On va revenir pourquoi vous êtes à Athènes à un moment ou à un autre au cours de notre débat. À ma droite, Lina Atala, journaliste égyptienne, rédactrice en chef du site Madame Astre. En quelques mots, Madame Astre. Madame Astre est un site d'actualité bilingue. Nous sommes basés au Caire et on essaye de faire simplement du journalisme indépendant qui ne dépend ni de l'État ni des hommes d'affaires. Et le site a été lancé en 2013 et c'était un moment de transformation politique profonde en Égypte. Donc l'idée, c'était de s'assurer qu'il y a des histoires qui ne pourront pas être racontées et de raconter ces histoires par l'intermédiaire de notre journal. Et vous nous expliquerez que ce n'est pas si facile que ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à mon extrême droite, mais voilà, je m'arrête là, c'est la position géographique, rien
rien de plus, comme pour l'extrême gauche de Michel Toubiana. Jacques Lupnik, directeur de recherche à Sciences Po Paris, collaborateur de Václav Havel, le président de la Tchécoslovaquie et de la République tchèque, évidemment grand spécialiste de l'Europe de l'Est et du monde russe. Alors, la première question, j'ai envie de vous la poser, Lina Atala. Il y a eu un immense espoir en 2011 avec les révolutions arabes. Elles ont été particulièrement fortes, intenses en Égypte. Et puis aujourd'hui, on est comme un retour à la case départ. Le maréchal al-Sisi a remplacé le général Moubarak. J'ai envie de vous poser cette question toute simple, toute bête. Comment en est-on arrivé là ? Bon, donc 2011, comme on le sait bien, était une grande ouverture et c'était pas seulement une ouverture au niveau des manifestations qui ont pris place sur la place Tahrir, mais aussi une grande ouverture politique au niveau de la programmation aussi. Ça veut dire que les jeunes révolutionnaires étaient, après Tahrir, occupés à faire des programmations au niveau des réformes au sein des institutions publiques, des institutions de l'État, des réformes de la structure de la police, des propositions de loi. Mais en même temps, dans le background, il y avait toujours la question qui va contrôler cet État après le départ de Moubarak. Et là, c'est une question à laquelle les révolutionnaires ne faisaient pas nécessairement partie. Ça veut dire que c'était des questions d'arrangement entre les différents pôles du pouvoir, ceux qui possèdent le pouvoir des armes, par exemple, ou ceux qui possèdent le pouvoir de mobiliser les rues. C'est notamment aussi une question de ce qu'on veut et qu'on peut imposer sur l'Égypte au niveau de la lutte contre l'immigration, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'Iran. Et donc, avec ce schéma-là, pendant que les révolutionnaires essayaient d'avancer des programmations de réformes post-révolution, nous avons eu ce changement de contrôle dans l'État qui a mené à une situation de répression là où la rue politique qui était tellement vibrante en 2011 n'existait plus. Il faut aussi mentionner qu'il y avait des années et des années où les activistes avaient beaucoup de difficultés à s'organiser depuis, surtout les activistes de mon âge, depuis le temps de Moubarak. Et donc, c'était pas tellement évident d'arriver à trouver des solutions, surtout au niveau de l'organisation juste après la Révolution. Mais la situation est exacerbée avec la répression qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc, ça, c'est en quelques mots expliquer le recul que nous avons maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches d'action qui existent toujours. Ça veut pas dire qu'il y a toujours des différentes façons par lesquelles on essaye d'avancer nos luttes pour les droits, pour la liberté, qui reste toujours un gain principal des soulèvements de 2011, même si ça n'a pas été traduit au niveau du changement politique et économique et social. Cengiz Aktar, longtemps la Turquie a été un modèle pour le monde musulman. Quand ça se passait mal dans le monde musulman, en Turquie ça se passait bien, croissance, une société en plein développement, une société relativement libre, et puis une société qui s'est d'ailleurs beaucoup inspirée de l'Europe, c'est-à-dire que la Turquie s'est longtemps construite sur le modèle européen avec l'idée que tôt ou tard la Turquie rejoindrait l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas, ce qui est le cas moins que jamais. Et puis, il y a eu ce coup d'État l'an dernier, mais ce recul de la Turquie, cet autoritarisme de la Turquie avait commencé bien avant. Vaste affaire. Bon après-midi, Daniel Desesquel, merci. On se retrouve à 22h. C'est la deuxième fois que je suis parmi vous. Merci aux rencontres de me réinviter. Et justement, la première fois où j'étais venu ici, c'était en 2008, il y a 9 ans. Et c'était exactement, on parlait de ça. Et le discours était probablement totalement différent. Alors le thème était entre l'islam et l'Occident, la Méditerranée. Et là, on parlait de la Turquie volontiers, de cette étoile montante, n'est-ce pas ?
qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que ça représente? Comment ça se fait qu'on peut parler dans la même phrase de la démocratie et de l'islam? Donc c'était vraiment une curiosité. Donc, est-ce qu'on avait trouvé une formule, une alternative aux frères musulmans dans la région? Bon, le réveil arabe n'était pas encore là, mais c'était vraiment une grande question, un débat, une problématique. On était avec Rupnik à 2 ou 3 panels d'ailleurs. Déjà Jacques Rupnik. Pardon ? Déjà Jacques Rupnik. Voilà. Et donc, et là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Mais avant d'en arriver là, donc en 2008, déjà on sonnait, je me rappelle, j'avais assisté à 3 débats à Marseille, et je crois un peu plus loin, à Martigues, si je ne m'abuse. Et on avait commencé à sonner la sonnette d'alarme, en fait, de tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, on disait attention, hein, bon, la Turquie a bien démarré, c'est vrai, ça vaut la peine, il faut s'intéresser à la Turquie, mais il ne faut pas lâcher prise, il faut un peu plus d'imagination, il faut aller de l'avant. Et là, on s'adressait à l'Europe. Hein, on disait... La Turquie, c'est pas la Lituanie. On peut pas traiter la Turquie comme les pays de l'Europe occidentale, orientale et centrale. Et surtout, ne la repoussez pas. On savait pourquoi. Bon, je vais pas aller plus dans ce débat. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais il était clair et net que l'Europe avait, en tout cas les instances européennes, mais aussi les opinions publiques, avaient un problème de digestion par rapport à ce pays musulman qui était à la porte de l'Europe depuis 1959. Et ce pays de 80 millions d'habitants. Voilà. Donc... Mais première sonnette d'alarme, et puis en fait c'était un manque de volonté conjuguée, mutuelle, n'est-ce pas, du côté turc. C'était pas mieux. Alors Erdogan avait commencé à se sentir fort et il avait commencé à dire... Les rapports entre l'Europe et la Turquie, ça a toujours été un jeu de poker menteur. C'est un peu ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui, voilà. Donc, il disait, après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin d'Europe 2000 Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à être le patron justement du Moyen-Orient? C'était dans les cartes. Cette folie des grandeurs, n'est-ce pas? La crise économique de 2008 était passée par là. La Turquie étant un pays en développement n'avait pas senti justement les conséquences de la crise. Il gagnait élection sur élection et voilà. Et puis tout d'un coup arrive Gezi, hein, cette protestation populaire, les révélations de corruption, on en parle encore aujourd'hui, mais en ce moment même à New York, pas en Turquie, par rapport au régime. Et puis le coup de boutoir, vous l'avez dit, donc la tentative de coup d'État de l'an dernier. Et voilà, on est tombé dans vraiment dans un... Je dirais pas la catastrophe, mais on n'en est pas très loin. Donc de cette étoile montante, c'est devenu une étoile filante, n'est-ce pas? Et l'étendue du liberticide est vraiment sans nom. Mais on va en parler probablement dans le... Bien sûr. Bientôt. Et c'est-à-dire d'espoir, la Turquie est devenue un problème, comme on dit en anglais. Est-ce que vous faites partie de... Voilà. Surtout pour les Turcs. Oui, mais pas seulement. Je crois qu'on va tous payer, aussi bien la région, l'Europe et la Turquie, bien sûr. Alors, Michel Kubiana, est-ce qu'il y a une spécificité du monde euro-méditerranéen? On a parlé de l'Égypte avec Lina Atalla, un mot sur la Turquie avec Cengiz Aktar. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'autoritarisme dans le monde euro-méditerranéen? Il y a d'abord cet ensemble euro-méditerranéen, à la fois civilisationnel, historique, économique, politique, tout simplement humain, au travers des migrations qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui, nonobstant le fait que beaucoup de monde meurt dans la Méditerranée. Il y a d'abord cette réalité-là. Ensuite,
il y a ce qui résulte d'une région qui a été totalement colonisée pendant fort longtemps, et cette histoire de la colonisation laisse des traces. On le voit au travers de la délimitation des pays, on le voit au travers du conflit israélo-palestinien, on le voit au travers de multiples aspects. Et puis il y a surtout, depuis que, dirais-je, la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'affirmation de l'Europe et l'affirmation d'une Union européenne qui se dit porteuse de valeurs en termes de droits de l'homme, de bonne gouvernance, de démocratie, et qui tente de les faire prévaloir des deux côtés de la Méditerranée. Je pense là-dessus qu'il y a comme une erreur de communication ou de transmission. Je veux dire. On n'exporte pas la démocratie, pas plus, et encore moins dans des camions militaires. C'est pas viable, c'est pas faisable, et il appartient au peuple de s'en emparer, de les construire, et de définir les chemins qui mènent à des valeurs qui sont nécessairement communes. Pas question de transiger sur les valeurs, en revanche, les chemins peuvent être spécifiques. Et l'Union européenne n'a jamais entendu cela, en pratiquant plutôt une politique du double discours, au travers d'un paradigme. Le paradigme, il est ternaire, il est triple: sécurité contre le terrorisme, sécurité contre l'immigration, sécurité de nos investissements. Ça ne fait pas une politique, ou plus exactement, ça fait une politique qui donne ce qui a été évoqué par les deux précédents intervenants, c'est-à-dire, par exemple, d'avoir toléré le terme est inexact, d'avoir laissé faire, d'avoir fermé les yeux sur l'éradication des oppositions démocratiques en Égypte, en Tunisie, en Turquie pendant un moment. Mais l'Égypte et la Tunisie sont pas deux exemples topiques. Nous savions, à la suite de Moubarak, que les frères musulmans seraient largement majoritaires, et pour cause, il n'y avait plus d'opposition laïque qui avait été éradiquée par Moubarak. La Tunisie, si Ennahda a eu les résultats que l'on connaît, c'est exactement aussi dans la même démarche de la part de Ben Ali. Alors la vraie question qui se pose, me semble-t-il, dans la région, ce n'est pas que la rive sud de la Méditerranée ne porte pas les mêmes aspirations de liberté, de dignité, de justice sociale, c'est de savoir comment nous pouvons les mettre en commun et ne pas dresser des murs ou des fosses communes comme en Méditerranée actuellement. Alors, Jacques Lupnik, un élément que Michel Doubiana n'a pas évoqué, ou en tout cas peut-être en filigrane, c'est le temps. Il faut aussi du temps pour que la démocratie s'impose. Et par exemple, dans les pays d'Europe centrale et orientale, eh bien, il a fallu beaucoup de temps avant que ces pays deviennent des pays démocratiques, ce qui fonctionne globalement. Évidemment, on parlera un peu de la Hongrie et de la Pologne, mais il y a la dimension du temps. Certainement. D'abord, merci pour l'invitation. Merci d'accepter un élément centre-est européen égaré dans la Méditerranée. Mais les comparaisons et les contrastes sont intéressants parce qu'on retrouve des questions assez similaires, entre autres celle que vous venez de soulever, qui est que la démocratie, ça ne se décrète pas. Que c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Et en fait, l'expérience centre-est européenne, c'est quelque chose qui se construit bien avant la chute de l'Ancien Régime. Si vous voulez voir pourquoi l'Europe centrale a réussi sa transition à la démocratie après 89, c'est parce qu'il y avait des mouvements dissidents qui ont créé, Václav Havel et la Charte 77 en Tchécoslovaquie, mais il y avait Solidarność en Pologne et l'opposition démocratique en Hongrie. Et ça a créé un milieu, une culture démocratique, des contre-élites démocratiques qui, au moment de la chute du régime, peuvent prendre la relève. Et c'est une des explications pourquoi la transition à la démocratie a été plutôt une réussite en Europe centrale, parachevée par l'entrée de ces pays dans l'Union européenne. Ce n'est pas l'Union européenne qui a créé en tant que telle la démocratie et qui l'a imposée. Là, ça a été dit, on ne peut pas imposer la démocratie. Par contre, avoir la perspective d'adhésion à l'Union européenne a été un facteur très important pour ces pays. Et ça l'est encore pour les Balkans qui ne sont pas... Et ça l'est pour les Balkans, ça va jouer ce rôle-là. Après la guerre dans l'ex-Yougoslavie des années 90, c'est la perspective européenne qui, aujourd'hui, dans les Balkans, est un facteur très important pour, disons, ceux qui veulent construire un système démocratique. Alors, la question qui nous est posée, c'est comment se fait-il que des pays qui aient réussi connaissent une régression ? Parce que, de même que la démocratie se construit dans la durée,
c'est jamais un État auquel vous arrivez qui est parachevé, la fin de l'histoire. Certains ont cru, après 89, à la fin de l'histoire, la démocratie libérale n'avait plus d'alternative, nous avait-on dit. Mais si, elle en avait. Elle en avait et elle en a. Et aujourd'hui, on voit les alternatives avec beaucoup plus de force qu'auparavant. Donc, il y a à la fois l'expérience est-européenne de la résistance au régime totalitaire avant 89, ça c'est une expérience qui peut être intéressante à comparer à ceux qui, dans des circonstances très différentes, dans le monde arabe, de l'autre côté de la Méditerranée, vivent dans des conditions, on a du mal à qualifier ces régimes, en tout cas des conditions de non-liberté, voilà, appelons-les comme ça, et ça c'est une première expérience. Il y a l'expérience de la transition à la démocratie proprement dite. Et là, nous sommes dans une troisième phase qui est la phase de la régression de la démocratie dans des pays qui avaient réussi. Alors c'est ça qui est le paradoxe. Peut-être tout à l'heure, on pourra revenir sur les raisons de cela. Mais je dirais qu'il y a un certain nombre de traits qui rejoignent les discussions sur l'Égypte ou la Turquie. Premier trait qu'on voit en Hongrie ou en Pologne, à moindre degré ailleurs. Mais première chose, vous avez recul de l'état de droit. La question du droit était un des thèmes de la dissidence, un des premiers thèmes de la dissidence. On ne vous demande pas de changer d'idéologie, on vous demande de respecter le droit. La Constitution, les accords internationaux, les conventions des Nations Unies sur les droits de l'homme. Ça, c'était la première chose. Le discours sur le droit. Il y avait un deuxième thème dissident qui était la société civile. La démocratie se construit pas seulement par le haut, par le changement de régime au sommet, mais par la société civile. Et puis il y avait un troisième thème qui était le thème européen, réunifier l'Europe. Et bien là, on voit aujourd'hui, dans la phase de régression de la démocratie, on a régression précisément sur ces thèmes. Régression sur le droit, on s'attaque à la Cour constitutionnelle, on s'attaque à l'indépendance de la justice. Bref, régression sur l'état de droit. Deuxièmement, on s'attaque à l'opposition, non plus seulement l'opposition politique, mais à la société civile. Vous avez des nouvelles lois adoptées par Viktor Orban en Hongrie qui considèrent que toute ONG recevant de l'argent de l'étranger doit être considérée comme un agent de l'étranger. C'est la transposition du modèle Poutine, parce que Poutine avait fait adopter il y a déjà quelques années une telle législation. J'allais y venir justement un petit mot, Jacques Rupnik, dans cette région que vous connaissez par cœur, une petite différence entre la Pologne, la Hongrie, et on s'éloigne un peu de la Méditerranée pour aller un instant sur les froids sibériens. Poutine, en Russie, il y avait des dissidents, mais pas vraiment une opposition, il y avait un pouvoir fort, il y avait à faire cette transition quand même démocratique. Quand même dans les pays d'Europe centrale et orientale, il y avait aussi quelqu'un qui pouvait raconter à un moment, j'ai connu la démocratie, j'ai connu un système démocratique, et il la racontait à ses petits-enfants, et voilà. Oui, il y avait une filiation démocratique. Pour les Russes, c'est beaucoup plus dur. Les gens qui se souviennent de la situation entre 1905 et 1917 et février 17, ils sont plutôt rares. Aujourd'hui, ils sont plus là, tout simplement. Mais ils étaient même pas là au moment de la chute du régime communiste. Alors qu'en Europe centrale, c'est vrai qu'il y avait il y avait une continuité pour certains pays avec les régimes d'avant-guerre. Car il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Certes, la plupart des régimes d'avant-guerre avaient commencé comme des démocraties après 1918 et avaient connu des dérives autoritaires dans les années 30, fascisantes, autoritaires, en Hongrie, en Pologne, etc. Donc les régressions de la démocratie, ça c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il y a une façon, c'est comment susciter des changements démocratiques. Le printemps arabe était un moment d'espoir et on a parfois comparé. Moi, je me souviens, j'étais invité parfois dans les colloques, est-ce qu'on peut comparer 89 en Europe de l'Est et le printemps arabe? Voilà. Il y avait ce genre d'espoir, des régimes qui s'écroulent parce que il y a des grandes mobilisations populaires. Bon, la comparaison était un peu superficielle et je ne veux pas la rappeler aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la rapidité avec laquelle la démocratie peut régresser. Je vais peut-être terminer là-dessus. Ce qui est important dans le cas de l'Europe centrale, c'est de voir que l'acquis de la démocratie, c'est-à-dire l'idée qu'on a un ordre constitutionnel qui est respecté, qu'il y a un espace pour la société civile, un espace de liberté, qu'il y a l'indépendance des médias, très important, la première cible, dès la première semaine au pouvoir, et en Hongrie et en Pologne, et bien sûr chez Poutine, puissance 10,
Première chose, mainmise sur l'audiovisuel public. Ça, c'est la première chose. On laisse la presse écrite relativement libre, mais elle a une très faible diffusion. Ce qui compte, c'est l'audiovisuel public. Et donc, vous avez cette reprise en main-là, et ensuite, l'opposition, dans de telles conditions, même si formellement il y a des élections, vous avez le droit de participer à des élections, mais vous ne jouez pas à armes égales. Souvent, vous avez le résultat d'avance. Voilà. Oui, mais même si c'est des élections où on compte les voix sans tricher, mais les compétiteurs, si j'ose dire, ne sont pas dans la même situation. Certains sont plus égaux que d'autres. Habile transition, merci Jacques Lepnik pour une question pour Lina Atala. Évidemment, comment un média indépendant, libre, arrive à survivre en Égypte? Qui sont vos lecteurs, qui cliquent sur le site de Madame Asr, et est-ce que vous êtes aujourd'hui la seule opposition en Égypte, puisque les partis d'opposition, à ma connaissance, il n'existe pas beaucoup? Donc il faut commencer par dire que c'est pas évident, mais en même temps, c'est important aussi de voir bien que si on a pu exister jusque-là, depuis 2013, comme j'ai dit bien, c'est une année de transformation profonde et qui a vu un recul très visible dans les libertés en général. Donc si on a pu exister pendant toutes ces années, il y a une raison d'être convaincu qu'il faut continuer, parce que c'est très facile de se laisser au désespoir et d'adopter un peu un discours de victime. Je ne veux pas dire qu'on vit dans nos meilleurs moments, mais quand même, mon idée, c'est s'il y a une marge, il faut toujours essayer d'exister dans cette marge et l'élargir avec le temps. En ce qui concerne notre site web et travailler dans un média indépendant en Égypte maintenant, je considère que nous ne sommes pas les seuls. Il y en a d'autres qui essayent de faire la même chose, peut-être qui sont un peu plus petits, qui n'ont pas de diffusion au niveau international, puisque notre site web est bilingue. Et je crois que c'est un mouvement très intéressant. Je l'appelle d'habitude la 3e génération de médias, de journalistes en Égypte. La première étant les médias de l'État, qui ont été interrompus dans les années 2000 avec l'ouverture économique et l'investissement du secteur privé dans les médias. Et à ce point-là, on a commencé à avoir la seconde génération des médias privés qui ont montré au public égyptien que c'est possible d'avoir des histoires et des narratifs qui sont un peu différents de ceux de l'État. Et donc, c'était une ouverture très importante, bien que ça soit des narratifs plutôt avancés par des hommes d'affaires qui ont leur propre intérêt politique et économique. Et là, il y a une 3e génération des jeunes, des vagabonds. La plupart d'eux, ils ont participé aux révolutions, bien sûr, de 2011, mais qui ont aussi une pratique professionnelle de médias, qui voulaient et qui continuent à essayer d'avancer un modèle de médias, d'organisation de médias indépendants. Et c'est un modèle qui est qualifié du fait que nous investissons beaucoup au niveau de la construction de notre organisation, parce que nous avons vu bien que notre recul en tant que révolutionnaire, en tant que militant, était causé par le fait que nous avons eu des faiblesses d'organisation. Ça veut dire qu'il y avait toujours cet attachement à la place Tahrir, aux manifestations, aux jolis spectacles que Tahrir nous a donné. Une dimension romantique. La dimension romantique, la dimension du spectacle, mais la politique arrive après aussi. Et elle prend place un peu partout, pas seulement dans les places de dissidence là. Donc comment créer une organisation de médias qui est progressiste, qui est indépendante, qui reflète les valeurs des sujets et des articles qu'elle écrive. Donc il y a ce niveau-là. Et à un autre niveau, c'est porter témoignage à ce recul de liberté dans lequel on vit en Égypte, sans
sans avoir peur, sans faire avec trop de paranoïa, et essayer d'avancer de cette façon. Comment on a pu continuer, c'est justement, pas évident. Lina Atallah, est-ce que vous avez des interdits? Jusqu'où pouvez-vous aller? Et est-ce que vous êtes quelque part un alibi du pouvoir qui peut dire, voyez, la presse libre existe, la preuve, il y a Madame Astre? Donc, j'aime pas trop le concept des interdits parce que je pense que c'est une question psychologique pour les journalistes. Et on commence à dire dans nos têtes, ça c'est interdit, ça c'est une ligne rouge. Donc, on commence l'autocensure. Et l'autocensure, pour moi, c'est difficile de l'arrêter. Si on commence à s'imaginer des interdits, puisque rien n'est écrit, rien n'est clair, donc ça peut avancer et dans ce cas-là, il y aura beaucoup de censure. Pour nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne résiste jamais à publier quelque chose, bien que ça peut nous apporter des ennuis. Et même si on a un peu peur, et c'est très important de dire que la plupart du temps, on a peur, parce que nous ne sommes pas juste braves avec le sang-froid. La plupart du temps, on a peur, mais c'est une question de mettre la peur un peu de côté, jusqu'à ce qu'on publie. Et puis on publie et on est content qu'on a eu le pouvoir de publier. Mais comment on peut avancer? Comme je l'ai bien dit au début, c'est pas évident. Évidemment, notre site web est bloqué en Égypte maintenant. L'accès est bloqué. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a plus que 400 autres sites web qui ont été bloqués dernièrement en Égypte depuis mai de cette année. Mais ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de travailler. Donc on continue, comme les autres, de diffuser notre contenu sur les réseaux sociaux. Et les gens continuent à lire. Et c'est évident que nous vivons dans un ère où tout ce qui est censuré est beaucoup plus désiré. Donc les gens nous cherchent peut-être un peu plus maintenant parce qu'ils savent qu'il y a ceux qui ne veulent pas que notre contenu soit accessible. Alors, on a compris une façon de résister avec Lina Atallah. Cengiz Aktar, vous avez choisi l'exil. Vous êtes un politologue, un éditorialiste connu en Turquie. Vous avez choisi l'exil. Et d'ailleurs, il est intéressant que vous ayez choisi l'exil à Athènes, en Grèce. Il faut rappeler la situation en quelques mots, peut-être en Turquie. Environ 50 000 personnes emprisonnées. Pour ce qui est des journalistes, 170 journalistes en prison. Pour certains, on est sans nouvelles. Ce qui veut dire que la Turquie, c'est un des pires pays pour le journalisme. Et je serais tenté de dire que malheureusement, la Turquie est en compétition avec le Mexique, qui sont vraiment les deux pays les plus touchés par cette absence de liberté de la presse et ce fait que les journalistes et les médias sont les premières victimes. Alors, comment résiste-t-on aujourd'hui en Turquie? Voilà. Est-ce que c'est possible et comment? Alors avant la résistance, qui est capitale, bien sûr, 3 mots sur les caractéristiques de ce régime qui est en train de se mettre en place avec la Russie de Poutine à l'est de l'Europe. Bon. D'abord, il se targue d'une révolution populaire, puisque c'est le diktat de la majorité. Eh bien, c'est vrai que M. Erdogan a 50% des voix. Et il représente, donc il parle maintenant de la nouvelle Turquie. On parlait exactement de la même nouvelle Turquie avec la révolution kémaliste dans les années 1920. Alors moi, quand quelqu'un me parle d'un pays nouveau, je commence à tiquer. Donc cette consonance fasciste, elle est bien là. Il faut appeler un chat un chat. Le régime est soutenu par une frange non négligeable de la population, sinon de la majorité. Donc cette révolution populaire, comme il l'appelle, eh bien, lui donne une espèce de légitimité par rapport à ses actions, je dirais pas illégales, mais extra-légales. Il se targue vraiment, l'état de droit à l'occidental, eh bien, on s'en fiche. C'est un peu ça. Donc, tous les jours, la loi est violée en Turquie, et en cela, on ne peut plus parler de l'état de droit en Turquie. Donc, le président, il dit « Ah oui, je viole la Constitution, et alors ?» Et tous les gens dont vous avez parlé, eh bien, ils sont en tôle, ils ne savent pas pourquoi. Donc, ce régime a le monopole des armes. Il ne faut pas oublier, il n'y a plus d'armée. L'armée est au service maintenant de ce régime, la police également, les milices privées. Et puis, autre caractéristique,
Je crois qu'on assiste vraiment maintenant à une désoccidentalisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, l'Empire ottoman a commencé à s'occidentaliser il y a 2 siècles, 1820 par là, donc la grande révolution positiviste qui a fini par donner le kémalisme. Eh bien, maintenant, on désoccidentalise tous azimuts. Et puis finalement, il y avait de conséquences, alors conséquences immédiates bien sûr, annihilation de la société civile. Cette société civile dont vous avez évoqué au tout début, qui passait pour vraiment un exemplaire à une époque, à tel point qu'on parlait de tous les tabous, par exemple le tabou du génocide des Arméniens, eh bien cette société civile-là, elle est aujourd'hui, elle bat de l'aile, vraiment, et les gens se tairent, les gens se taisent. Oui, tout à fait. Non, mais et en plus, ils n'ont plus aucun recours, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ça, je vais en toucher un mot. Et puis finalement, eh bien, les grands corps de l'État, qui qualifient chaque État digne de son nom, à savoir l'armée, le judiciaire, l'administration du territoire, l'académie, le trésor et la diplomatie, eh bien, sont totalement phagocytés par le régime. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Rien. Donc, il y a le seul contre-pouvoir qui pouvait exister, justement, l'Europe. Les États-Unis n'ont jamais été partie prenante dans la démocratisation de la Turquie, jamais. L'Europe, c'était autre chose. Eh bien, l'Europe est en total abandon et démission par rapport à la Turquie. Il y en a beaucoup qui se frottent les mains. Et même qu'elle est parfois soulagée de complètement, avoir... exactement. Et par exemple, la Commission, la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, au moment où l'on parle, refuse systématiquement les dossiers des plaignants turcs, alors que la Turquie est non seulement est signataire de la première heure de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il n'y a plus aucun recours et le pays est vraiment devant les gens sont devant des choix absolument terribles. Donc, la grande partie, j'utiliserai le systématique de Albert Hirschman. Donc, il y a trois sortes de réactions par rapport à cette répression dont vous avez donné quelques chiffres. On peut en rajouter. Il y a 500 avocats, par exemple, de défense qui sont en tôle. Ils ne savent pas pourquoi. En plus des 170 journalistes, 15 universités qui ont fermé, un nombre absolument impressionnant d'associations, 2500 qui ont fermé. Il y a de la spoliation. On a fait main basse sur les biens des sociétés privées. C'est évalué à des milliards. Et on en parle très très peu, et aucun recours possible. Alors, les gens, par rapport à ça, les 50% de la population, ils acceptent, ils essayent de survivre, c'est-à-dire la loyauté, ils baissent la tête. C'est le bloc fasciste, en quelque sorte. Et d'autres cherchent à partir, et toute l'élite libérale, un peu comme après 79 avec les Iraniens, partent. Alors donc exode de cerveau massif. Il y a beaucoup d'universitaires et de gens qui ont les moyens qui sont partis. C'est souvent des libéraux. Et puis troisième catégorie, typique, on en parlera peut-être après. Donc ceux qui restent et essayent de protester. Michel Benna, tant Lina Atala que Cengiz Aktar nous ont expliqué ce recul du droit un peu partout. Comment une association comme la vôtre, Remède Droit, arrive à s'immiscer, à changer, non pas à la face du monde, mais un petit peu les choses? Écoutez, je vais rebondir sur ce que vient de dire mon voisin. Je rentre de Turquie. J'étais jusqu'à samedi dernier. Alors, je vais le contredire sur un point. Bien. J'ai été... Pas sur l'état du régime, bien évidemment. Mais j'ai été quand même stupéfait de voir la capacité de la société civile à se tenir les coudes. Je n'ai pas parlé encore. D'accord. De voir la capacité de la société civile à se tenir les coudes, à résister,
même si beaucoup sont partis, ont été obligés de partir. Je crois que, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est par plus de 100 000 personnes qui ont perdu leur travail, qui du jour au lendemain sont devenus des morts sociaux. 150 000 qui sont devenus des morts sociaux. J'ai vu un enseignant qui était en grève de la faim depuis 250 jours sur ce registre. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord aider. Aider sur place. Je peux le dire maintenant, par exemple, du temps de Ben Ali, qui appliquait déjà avant l'Égypte les mesures de restriction de financement des ONG, j'ai servi de porteur de valises. Porteur de valises pour permettre aux gens de vivre, aux associations d'exister. Ça peut être cela. C'est aussi tout le travail que nous faisons au travers de l'Union européenne. Alors entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de dire que l'Europe a ou devrait avoir le pouvoir de dicter des politiques à des pays. Il ne s'agit pas de ce type d'intervention. Oui. Oui. Merci la mouette. C'est rafraîchissant. Ça, c'est trop. Enfin, c'est pas un coq en tout cas. C'est pas le débat. Le débat est que l'Union européenne affirme un certain nombre de principes et que, en même temps, elle les met de côté lorsqu'il s'agit de dialoguer avec ces régimes. Le dernier exemple en date, c'est un pays membre de l'Union européenne. Ce pays, c'est la France. Et l'exemple, c'est l'Égypte. On ne donnera pas de leçons de droits de l'homme à M. Sisi. Et je me garderai bien d'intervenir après de notre grand allié sur la lutte contre le terrorisme. En fait, d'allié contre la lutte contre le terrorisme, on ne fait pas pire aujourd'hui, parce qu'il crée du terrorisme interne, M. Sisi, là-dessus. Mais quand on adopte ce genre de pratique tout en disant de notre côté, je respecte, je vais faire respecter les droits de l'homme, etc., bien évidemment, on décrédibilise complètement le propos. Et on décrédibilise la démocratie et l'universalité des droits au regard des peuples comme une alternative crédible. Alors notre rôle, c'est effectivement, avec vous, avec tout le monde, d'essayer de rétablir l'équilibre, d'interpeller les gouvernements, d'interpeller la Commission européenne. Là, par exemple, à propos de ces enseignants turcs, on a obtenu, je pense que ça n'aura malheureusement aucun résultat, mais on a obtenu du président du Parlement européen qu'il saisisse les autorités turques. C'est au moins cela. C'est au moins cela. Effectivement, ils sont dans une situation humanitaire... Ça les sort de l'oubli. Dérangeante. Mais nous avons bien conscience aussi de la faiblesse de nos moyens. Et en même temps, je vais vous dire, parce que je fais ça quand même depuis un certain nombre d'années maintenant en tant que militant, il y a quelque chose d'absolument réconfortant. C'est que, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils cherchent à nous faire, quoi qu'ils interdisent, il y a toujours des gens qui se lèvent. Il y a toujours des gens qui sont là pour dire non, pas en notre nom, pas ça, et pas comme ça. Alors notre rôle, à nous, ONG, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, c'est d'être là pour aider, c'est d'être là pour rappeler aux principes, c'est d'être là pour rappeler à l'universalité des principes. Et cette universalité, entendons-nous bien, elle vaut des deux côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire que lorsqu'on entend un certain nombre de discours au sud, eh bien on doit être en mesure de les combattre, comme lorsqu'on entend les abandons auxquels se livre l'Union européenne au nom de ses intérêts, nous sommes en droit aussi, en tant que citoyens, de dire pas non, pas en notre nom. Lina Tifa, j'ai envie de vous interpeller après les propos de Michel Toubiana. Comment votre média regarde l'Europe? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'Europe? Est-ce que ça reste quand même un modèle en soi ou pas? Notre modèle de médias en Égypte... Non, est-ce que vous, comment en tant que journaliste égyptienne, travaillant dans un média libre, vous regardez l'Europe, est-ce que c'est un modèle, malgré tout, malgré les contradictions et les insuffisances que vient d'expliquer Michel Toubiana, c'est malgré tout un modèle que vous avez quand même en pointe?
Je crois que, comme je viens de dire, c'est un peu un modèle différent qu'on est toujours en train d'édifier. Une partie principale de ce genre de modèle, c'est que c'est un modèle ouvert au monde qui nous entoure. Donc, on a nos yeux toujours sur des expériences qui nous entourent et qui nous inspirent. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est très facile d'être isolé dans nos pays et de penser que nous sommes dans une condition très exceptionnelle. Ça veut dire que si nous avons une condition de militarisation, par exemple, c'est pas exceptionnel pour l'Égypte. C'est une expérience qui est partagée par plusieurs autres pays. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir cette ouverture et c'est pour cela, par exemple, qu'on travaille de façon bilingue. Donc, il y a toujours cette ouverture. Bilingue, c'est arabe-anglais. Oui, exactement. Donc, toujours cette ouverture. Alors, peut-être, Jacques Rupnik, on n'est pas à la fin, mais on se rapproche du terme de cette première partie de ce débat. Comment se fait-il aujourd'hui que les sociétés démocratiques, qui sont imparfaites, qui sont contradictoires, Michel Toubiana a bien expliqué un peu le paradoxe et la contradiction des sociétés démocratiques européennes, comment se fait-il malgré tout que ce système démocratique séduise de moins en moins? Alors, Cengiz Aktар a bien expliqué que sans truquer les élections, Recep Tayyip Erdogan serait élu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une séduction des peuples par ce système. C'est vrai probablement en Russie. Sans truquer les élections, Vladimir Poutine serait probablement élu. Ce système démocratique qui a longtemps été le modèle, il séduit de moins en moins. Ce qui est évidemment perturbant pour les Européens, car, comme je dis dans l'introduction, pendant très longtemps, on a cru que notre modèle allait s'étendre par capillarité. Alors, il n'y a pas une explication, il y en a sans doute plusieurs. Moi, j'ai l'impression, pour ce qui est des pays que je connais, j'ai le sentiment que le cycle post-89 est épuisé. Le cycle libéral post-89, c'est-à-dire l'idée que la fin des dictatures, le modèle de la démocratie libérale, l'économie de marché et de l'Europe, c'était une sorte de triptyque. C'était ça, en gros, le post-89. Et ça, je crois que c'est largement épuisé. On voulait la démocratie, on l'a. Mais vous savez quoi? Elle est en crise, à peu près partout. On a monté des populismes, regardez, et pas seulement à l'Est. Regardez le Brexit, regardez l'élection de Trump, regardez nos élections présidentielles, on a quand même eu un deuxième tour assez particulier. Bref, avant de donner des leçons à qui que ce soit, il faut regarder autour de soi. Donc, on a ce problème-là. On voulait la démocratie, elle est en crise. On voulait l'économie de marché, mais depuis 2008, on découvre qu'elle est en crise. Il y a une crise financière mondiale qui s'est propagée des États-Unis vers l'Europe. Et on voulait rentrer dans l'Union européenne, on y est. Et vous savez quoi? Elle est en crise aussi. Elle est divisée nord-sud sur l'économie et la finance, c'est la crise de la zone euro, et elle est divisée est-ouest sur la crise migratoire. Donc vous avez, oui, mission accomplie après 89, mais l'objectif est épuisé. Donc ça, c'est un premier élément. Le projet est épuisé et ne s'est pas réinventé. Il y a d'autres raisons. C'est que le monde d'après 89 était le monde du triomphe de l'Occident, quand même. On a même parlé de moments unipolaires dans les relations internationales. On est passé du bipolaire au unipolaire. Vous l'avez rappelé, la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était évidemment la démocratie. C'était la démocratie et le marché et l'idée, disons, que le modèle occidental triomphait. Là, on est dans une configuration complètement différente. On est dans une période où l'Occident, en gros, est en déclin. Vous avez le déclin le plus rapide dans l'histoire. En 1989, la part des pays occidentaux dans le PNB mondial, c'était plus de 60%. 20 ans après, 25 ans après, c'est moins de 40%. Donc c'est la chute la plus rapide. Vous avez de nouvelles puissances économiques. Donc économiquement, il y a un changement. Et surtout, vous avez de nouvelles puissances émergentes. Et il y a il n'y a plus d'ordre international.
On pouvait critiquer l'ancien ordre, on pouvait le rejeter, on pouvait le haïr, lutter contre, mais il y avait une sorte d'ordre international, que ce soit celui de la guerre froide ou le système prétendument unipolaire. Là, c'est un système apolaire. Il n'y a plus de pôle. Et donc, dans ce système d'anarchie internationale, de chaos, les gens se tournent vers des leaders autoritaires. Vous avez le chaos, ça inspire quoi? L'insécurité, la peur. Et vous vous tournez vers le leader fort, Poutine, Erdogan, enfin, vous choisissez selon les circonstances. Vous n'avez pas souvent le choix. Hein. Non, vous n'avez pas le choix, mais en gros, vous fiez à celui qui vous dit, dans ce monde chaotique, incertain, vulnérable, où l'insécurité physique, voire terrorisme, ou l'insécurité culturelle, identitaire, etc., moi, je vais assurer la protection. Et s'il faut pour cela supprimer quelques libertés, s'il faut prendre... Voilà. Et donc, c'est ce modèle-là qui est en phase, et l'Europe, face à cela, est sur le recul, sur la défensive. Enfin, n'oublions pas... Enfin, il y a un an, prenez les éditos, il y a un an en Europe, c'était Brexit, Trump, l'élection autrichienne, etc. On disait, voilà, le raz-de-marée populiste va balayer l'Europe. En Autriche, ça a été d'un cheveu, à 2%, le candidat de l'extrême droite n'a pas été élu. On a eu, avec les élections hollandaises, puis les élections françaises, on a poussé un ouf de soulagement. Le scénario catastrophe du délitement complet n'a pas eu lieu. Mais il faut donc voir que la crise à la périphérie dont nous discutons, que ce soit dans le monde arabe ou que ce soit en Turquie ou à l'Est, c'est parce que le cœur même de la démocratie est fragilisé, vulnérable, et que le système international, le système des relations internationales lui-même est complètement déstabilisé et qu'il y a maintenant de nouveaux acteurs et, disons, un contexte qui favorise l'émergence des régimes autoritaires. À ce que vous avez dit, Jacques Rupnik, j'ajouterais le Brexit qui ne semble pas une réussite jusqu'alors et qui paraît évidemment plus difficile, car il faut quand même rappeler le populisme, la démagogie des leaders. Il faut quand même avoir en mémoire, par rapport à la campagne du Brexit, moi je m'occupe d'Europe plus que de Méditerranée, le fait que le UKIP, Nigel Farage expliquait, le jour où on quitte l'Europe, on va pouvoir mettre beaucoup d'argent dans le système national de santé. Évidemment, pas un seul leader britannique, ni un conservateur, ni un travailliste, et encore moins un leader de l'UKIP, expliquait que, évidemment, quand on quitte l'Union européenne, il y a une facture à payer parce qu'on a été engagé. Tous ceux qui ont divorcé un jour ou l'autre dans cette salle ou ailleurs savent qu'un divorce, ça coûte assez cher. Genci Aktar, sur ce repli qu'expliquait un petit peu Jacques Rupnik, la Turquie est particulièrement emblématique, car que dit Recep Tayyip Erdogan? Il dit, je suis le chef, bien sûr, je vous assure globalement une certaine prospérité, en tout cas je la promets, et je vous fais rêver, car je vais vous redonner, un peu comme Poutine, une grande Russie, je vais vous redonner une grande Turquie, je vais vous reconstruire l'Empire ottoman. C'est pas fait, mais c'est en tout cas ce qu'il dit. Et ça plaît. Alors, c'est un peu, Jacques Rupnik l'a bien décrit, c'est le zeitgeist, hein, c'est l'air du temps, c'est l'âme du temps. Il y a des leaders populistes partout, à des degrés très différents, bien sûr, mais c'est pas la liberté qui prime et qui est chérie. Hein. Donc, et notre débat d'ailleurs aujourd'hui, c'est quelle liberté face à ces pouvoirs-là. J'en ai pas encore parlé. Tout bien là, on a touché un mot pour la Turquie, mais pour la Turquie, donc cette résistance, elle est très très limitée. En tout cas, elle n'a vraiment pas les moyens. Elle n'a surtout pas de soutien. Donc, pas de soutien. À l'intérieur du pays, ou peu, non, alors, qui résiste? Alors, allez-y. Qui résiste? D'abord, les femmes. Hein, les femmes extraordinaires, donc c'est parce qu'elles procréent, très probablement. Elles sont sur tous les fronts. Hein, elles résistent, elles essayent de résister. Les Kurdes, bien sûr, et... il y a des salons du livre partout en ce moment, donc c'est la saison des salons de livre. Alors, il y a un député, et non des moindres, qui est le co-président du parti kurde, M. Demirtas, qui est en prison. Hein. Il ne sait pas pourquoi il est en prison, mais il est en prison. Il a écrit un livre.
très drôle d'ailleurs. Il fait de l'ironie par rapport à tout ce qui se passe. Et le livre s'appelle Saher, S-A-H-E-R, et c'est un best-seller comme vous ne pouvez pas imaginer. Il a vendu 6 millions. Et ça c'est veut les dire femmes. La traduction de... C'est un prénom. D'accord. C'est un prénom qui veut dire l'aube en même temps, et donc Saher. Et ce livre est porté par les femmes, par exemple. Il y a une grande mobilisation autour de ce livre qui est vendu. Et c'est des auteurs femmes, des auteurs E-L-A-S, qui signent, parce qu'il ne peut pas signer, il est en prison. Donc il y a évidemment une protestation qui essaye de s'organiser, mais il faut pas en abuser. Je crois il faut pas exagérer sa force, loin de là. Les médias les plus consistants qui émettent de l'étranger aujourd'hui. Il n'y a plus rien en Turquie. Le régime permet 3 ou 4 journaux d'extrême gauche pour faire valoir. De toute façon, voilà. Ah oui, de toute façon, pour RSF, pour Freedom House, pour tous les classements internationaux en matière de liberté, la Turquie vraiment bat de l'aile. Elle est avec Zimbabwe et Turkménistan, vraiment en fin. Non loin de la Corée du Nord. Oui, mais non, mais absolument. Donc, alors par rapport à ça, par rapport à votre question, alors qui fait quoi L'Europe, par exemple, il ne faut pas oublier que contrairement à l'Égypte, par exemple, la Turquie est toujours, en tout cas sur le papier, en train de négocier avec l'Union européenne. Alors, bien sûr, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus rien. Le dossier, il n'est pas rangé. Je crois qu'il est déchiré, il est dans la poubelle. Alors, on essaye de réorienter, par exemple, les fonds, qui sont 4,5 milliards sur 7 ans quand même, vers la société civile. N'importe quoi. Je veux dire, les eurocrates vont amener des euros dans les valises pour les distribuer. Ça n'existe pas. Le seul interlocuteur légitime de la Commission européenne, c'est le gouvernement de Turquie. Je veux dire, sans son aval, on ne peut pas distribuer un rond. Donc, il parle comme ça, à tort et à travers. Donc, vraiment une solitude, en fait. Une solitude qui sert le régime, ça il ne faut pas oublier, le régime en est très content. Et le pire peut-être, c'est que, vous savez, c'est le paradoxe de la solidarité. Et la solidarité est capitale, très importante, mais ce régime, il est tellement atypique, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'ai parlé de la désoccidentalisation, que chaque fois qu'il y a un élan de solidarité à l'étranger, surtout en Occident, mais il n'y a pas d'élan de solidarité avec la Turquie en Russie, vous imaginez, et ce régime pointe du doigt en disant, voyez, c'est le complot, c'est eux qui sont derrière tout ce qui se passe en Turquie. Alors c'est un paradoxe monumental qui fait que les résistants, ceux qui essayent de résister face aux liberticides, sont encore plus à la fois une solitude de résistants et une impasse politique. Peut-être un mot, Lina Atalla, comment on résiste, comment on vit en Égypte, et puis je voudrais entendre après Michel Toubiana. C'est pas si différent. Oui, nous sommes plus nombreux. Le mot solitude me touche beaucoup. C'est un mot que j'ai utilisé souvent dernièrement. Ça veut dire qu'on a tellement changé et bougé d'une situation là où nous avons une solidarité massive à l'intérieur du pays, mais aussi hors du pays. Et maintenant, c'est plutôt la solitude. Mais il faut dire aussi que même s'il ne faut pas exagérer le volume de la résistance qui survit toujours en Égypte et qui est manifestée par l'intermédiaire des organisations et des collectifs de droits de l'homme, les quelques médias dont je viens de parler, les militants indépendants qui travaillent au niveau de campagne plutôt que dans des organisations. Alors qu'il ne faut pas exagérer le volume de ces différentes communautés-là,
il faut être sûr qu'ils existent toujours et ils ont une certaine influence, même si c'est pas le genre d'influence qui va changer le balance du pouvoir. Ça veut dire que je m'attends pas qu'il y ait un changement radical dans le pouvoir dans ce pays, dans l'Égypte, dans les années qui viennent. Mais en même temps, c'est une force qui déstabilise un peu le sens de confiance dans laquelle le pouvoir a. Ça veut dire que il faut rappeler de toute façon que c'était aussi des groupes qui étaient la minorité qui ont mené au moment de 2011 et avec lesquels il y avait une certaine affinité avec le plus grand public et c'est ça ce qui a mené à ce qu'il y ait des grandes manifestations. Ça veut dire que c'est toujours des petits groupes qui survivent des moments très difficiles et qui ont cette légitimité, tels que les frères musulmans par exemple. Cette idée de légitimité de survivre dans des moments difficiles. Et cette légitimité-là, ça crée une affinité avec des gens le plus grand public, qui de temps en temps aussi a des problèmes avec le pouvoir, a des problèmes au niveau économique et social surtout. Et c'est cette affinité-là qui peut créer une source de force un peu. Michel Duhénard, j'aurais que vous concluiez cette première partie de cette table ronde. Que peut faire l'Europe et que peuvent faire les sociétés démocratiques? Vous avez très bien expliqué la contradiction, le paradoxe, mais néanmoins, en Europe, la démocratie fonctionne, je vais dire plus ou moins, évidemment des insuffisances, mais malgré tout, l'état de droit, les minorités sont respectées, la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse et des médias. Bon, voilà, on est dans un système qui fonctionne, je vais dire à peu près, perfectible, ça va de soi. Alors, comment ce système que l'Europe représente, et je dirais aujourd'hui plus que jamais, quand on voit les dérives de l'autre côté de l'Atlantique, comment il peut agir? Et selon vous, pourquoi ce modèle séduit moins aujourd'hui? Mais le vieux militant en matière de droits de l'homme que je suis se méfie toujours quand on me dit, je sais bien que ça ne recouvre pas la forme de pensée, vous savez, c'est pire ailleurs. Oui, c'est toujours pire ailleurs. Mais à partir du moment où on raisonne par rapport au pire, évidemment, on abaisse nos exigences, puisqu'on se contente de ce qui est moins pire. Et à partir de là, on dérive. Je crois que l'Europe a deux problèmes. Plusieurs problèmes. Un nouveau, qui est celui que Nick a évoqué tout à l'heure, et qui est que l'Europe n'a jamais parlé de manière aussi désunie que maintenant. Jamais. Il n'y a plus de politique européenne. La seule chose qui, au niveau des étrangères, ce qu'on appelle la politique de voisinage, le seul organisme qui donne une apparence de cohérence et une forme de cohérence, c'est l'organisme le moins démocratique des institutions européennes, c'est-à-dire la Commission. Mais dont acte. C'est elle qui permet d'alimenter les associations, de faire respecter un certain nombre de choses, de rappeler aux États un certain nombre d'éléments. Et vous entendez bien que le caractère laudatif de mon propos est en même temps extrêmement, déçu, parce que franchement, je ne considère pas que la Commission soit l'alpha et l'oméga du système démocratique ou des institutions démocratiques de l'Union européenne, mais force est de le dire. Et ça, je crois que c'est un premier problème. Le deuxième problème, il a été aussi évoqué, c'est que l'Europe n'a plus les moyens de ses prétentions sur un certain nombre de points sur le terrain économique. Et le troisième problème, c'est que l'Europe a peur d'elle-même et peur des autres. Là, il y a sur ce terrain-là quelque chose qui relève à la fois du subjectif, de l'instrumentalisation et de la réalité. C'est quelque chose qui est lié aux événements, aux attentats, à l'image de l'islam, à l'image que l'on veut donner de l'islam, à l'instrumentalisation que les gouvernements du Sud font de l'islam. En Turquie, à Istanbul, par exemple, on a éliminé les espaces verts pour construire des mosquées sur les espaces verts. On enseigne
de moins en moins les sciences et les mathématiques à l'école, et de plus en plus l'évolution, voilà, etc. Et de plus, bon, là, il y a une volonté politique de transformer, d'abord de mettre à bas le système turc, qui n'était pas laïque, mais qui existait, qui avait au moins le mérite d'instituer une différence sur ce terrain-là, etc., etc. Tout cela, ce sont des réalités. Et en même temps, l'Union européenne ne sera crédible que si elle cesse de raisonner à court terme, d'avoir un double discours et de ne pas se donner les moyens de sa politique. Alors, donner les moyens de sa politique, ça dépend de nous, des États, des évolutions à l'intérieur de la politique de l'Union européenne. Jacques Rupnik l'a évoqué, je viens de l'évoquer aussi. Le double discours, ben, qu'est-ce que vous voulez? J'en ai donné un exemple tout à l'heure avec le président de la République française, mais je pourrais le multiplier sur ce terrain. Et puis le double discours, c'est quand, par exemple, nous ne trouvons pas de solution à la question israélo-palestinienne en réservant une quasi-impunité internationale depuis maintenant des décennies aux actes des gouvernements israéliens. Et il ne s'agit pas là du tout, ni de près ni de loin, que l'on soit clair, dans un débat qui rend tout le monde fou, en général, de remettre en cause la légitimité et l'existence de l'État d'Israël, mais simplement de réaffirmer qu'il y a des Palestiniens à côté, que ces Palestiniens ont le droit à un État, et que ce n'est pas en colonisant leur territoire que l'on mettra fin au bain de sang et à la haine réciproque sur ce terrain. Et quand l'Europe est incapable de faire entendre cette voix-là, voire faire entendre une voix contraire, avec des alliances extraordinaires. À table, pardonnez-moi, c'est pas une conversation secrète, on parlait avec Jacques Rupnik de l'ennemi de mon ennemi et de mon ennemi. Mais regardez, Orban s'apprend à Soros parce qu'il est une ONG, parce qu'il y a Open Society, et puis parce que Soros est juif. Qui va soutenir Soros? Netanyahou, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quels sont ses petits intérêts à court terme. Si l'Europe n'est pas capable de faire entendre sa voix en termes de justice, en termes de valeurs, et surtout de mettre en conformité ses actes et ses paroles et ses engagements, alors on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que c'est toute la crédibilité du système démocratique, des valeurs et de l'universalité des droits de l'homme qui est remise en cause. C'est à partir de là que nos ennemis, ceux qui commettent ces attentats, qui nous ensanglantent, ceux qui ne sont pas, je vous prie de vous en souvenir, simplement réservés à cette rive nord de la Méditerranée. On meurt encore plus dans la rive sud de la Méditerranée de la part de ces extrémistes-là. Cela trouve un terreau qui ne les excuse en aucune manière. Je sais bien que pour un certain Premier ministre, essayer de comprendre, c'est déjà excusé. Mais ce n'est pas ma tasse de thé à moi. J'aime bien comprendre, y compris ce que fait le pire des salauds. Et à partir de là, je pense que si l'Europe était en mesure de parler de manière plus unie, d'essayer, pas par angélisme, mais y compris par intérêt. Intérêt. Un mot, et je termine parce que je sens que je suis trop long. Vous savez, il y a un petit pays, la Tunisie. C'est pas un grand pays, hein, par rapport à ses voisins sur la même rive, du Maghreb ou proche du Maghreb, plus éloigné du Maghreb, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, c'est tout petit, la Tunisie. Mais si la Tunisie échoue, c'est 20 ans en arrière pour toute la région. C'est 20 ans en arrière pour toute la région. Or, aujourd'hui, petit exemple, la Tunisie a besoin de 70 millions de dollars pour construire un mur, une clôture, contrainte forcée, sur le désert qui la lie à la Libye, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Eh bien, personne en Europe ne veut lui donner 70 millions de dollars. Tout au plus,
veut-on lui prêter avec un taux plus ou moins avantageux? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on est incapable de comprendre que notre intérêt européen, c'est que la Tunisie reste une démocratie, que notre intérêt, même vu du côté de l'Union européenne, si on ne veut plus, encore que je refuse de le dire, enfin, cette crise migratoire, elle était largement prévisible, etc. Ça veut dire que nous raisonnons simplement à court terme, en se disant, ben oui, Monsieur Sisi, il réprime les terroristes. La Tunisie, bon, elle se débrouille. Le roi du Maroc, ben, il réprime les terroristes. L'Algérie, on a un accord sur le terrorisme, puis ça nous garantit une sécurité. Et puis c'est bien, ce gouvernement-là, lui, il freine les arrivées des migrants. On ne comprend pas que c'est les peuples demain, de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de la Méditerranée, qui se rappelleront notre bon souvenir en nous disant: vous nous avez parlé de démocratie, vous nous avez parlé de droits de l'homme, vous avez fait le contraire, on adhère à autre chose. Merci Michel Cubena. On va clore cette première partie. La salle a compris que, outre d'être le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et le président actif de Romed, vous êtes aussi un grand avocat. Alors, un peu de lumière dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Traditionnellement, pour ces 24e rencontres d'Averroès, ce sont deux jeunes qui posent les deux premières questions. Je sais qu'ils sont quelque part par là à droite. Je sais même que le premier s'appelle Iman, mais je ne sais pas exactement où il est. Et contrairement à ce que je pensais, c'est une fille. Semble-t-il, je ne vois pas très bien, mais il me semble. C'est une fille, oui. Iman, oui. Alors, bonjour. Je m'appelle Iman. Une petite précision. Vous êtes lycéenne au lycée Pierre Mendès France de Vitrolles. Voilà. Exactement. J'avais oublié de le préciser. Voilà, je comptais le dire, mais merci. Donc, alors, dans l'optique de ces rencontres d'Averroès, dont on a discuté ces dernières semaines avec ma classe et notre professeur d'histoire géo, nous avons étudié deux livres qui se prêtent fortement à ces rencontres, qui sont Le Prince de Machiavel et Le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Et donc, de ces lectures, nous en avons tiré ces quelques questions que je vais vous lire maintenant, même si on a déjà un peu effleuré le thème de la démocratie. Alors, comment un régime autoritaire s'y prend-il afin de séduire ses citoyens dans le cadre démocratique? Excusez-moi, je sais pas. Oui, il ne faut pas aller. Je répète. Prenez votre temps. Lentement. D'accord. Ben, on a un certain âge, donc on entend moins. Si on n'est pas d'ici. Alors, comment un régime autoritaire s'y prend-il afin de séduire ses citoyens dans le cadre démocratique? La réduction des libertés et la déresponsabilisation des citoyens qui en découlent peut éventuellement plaire à ces derniers, et pour quelles raisons? Qui veut rebondir autour de la table? Quelle main se lève? Gengis Aktar, oui. Gengis Aktar. On en a parlé justement avec les lycéens de Étienne de la Boétie et le discours du XVIe siècle, quand même, extraordinaire, toujours valable, hein, la servitude volontaire. Alors, comment font les régimes autoritaires pour séduire le petit peuple? Eh bien, par les moyens modernes d'abord, qu'on utilise à souhait. Eh bien, on a vu comment M. Trump travaille, n'est-ce pas, avec ses tweets qui ne correspondent à rien, mais qui sont retweetés des millions de fois. Par un monopole et une répression sur les médias qu'on manipule. Et puis il y a le facteur Poutine maintenant qui devient très sérieux. Madame May en a parlé au sujet de Brexit. On ne sait pas où ça en est. Manipulation donc aussi des élections catalanes. Eh bien, cette manipulation tout azimut, eh bien, ça a un effet sur
sur les peuples, sur les gens qui votent, et c'est un moyen, disons, moderne, voire même post-moderne, d'influencer les populations qui finalement votent. Hein, et là, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Deuxième moyen pour influencer, en utilisant les moyens des régimes démocratiques. Donc les régimes autoritaires utilisent les moyens démocratiques pour prôner la non-démocratie. C'est très classique. C'est un vieux débat, je me rappelle dans les années 70 en France. Alors, liberté pour les ennemis de la liberté ou pas? Alors, la démocratie n'a pas de réponse à ça. On ne peut pas, malheureusement, interdire la libre parole. Or, le libre parole peut être, justement, antidémocratique, et c'est un paradoxe monumental. On n'a pas de réponse. Hein, on n'a pas de réponse, on a bien vu, on en a parlé à travers le blasphème hier. Eh bien, on en est encore là. Mais c'est très difficile dans des environnements démocratiques de lutter contre la parole antidémocratique. Je peux rajouter. Allez-y, M. Puana. Je pense que ils sont méchants, ils sont pas beaux, mais c'est aussi de notre faute si ils sont méchants, ils sont pas beaux. Je veux dire par là que Jacques Rupnik l'a évoqué tout à l'heure. Une certaine forme de projet est aujourd'hui arrivée au bout. Et s'ils occupent une place, s'ils prennent cette place-là, c'est parce que nous leur laissons. Parce que nous ne sommes pas en mesure, pour des raisons diverses, multiples, et ce n'est pas l'autoflagellation, de redonner vie à un projet ou autre. Ils occupent une place que, par nature, les peuples ont besoin de voir occuper, car les peuples ont horreur du vide et de l'absence de perspective. Et je pense donc que, quelles que soient les méthodes, parce que ces méthodes ne sont pas diverses, ne sont pas différentes selon les époques, elles recouvrent à peu près toujours le même fil, nonobstant l'utilisation de moyens de communication qui n'existaient pas dans les années 30 et qui existent maintenant, etc. Mais c'est toujours les mêmes critères. Mais en revanche, s'ils prennent, c'est parce qu'il n'y a pas d'imaginaire à leur opposer. C'est parce qu'il n'y a pas d'imaginaire et de projet crédible. Et je crois que là aussi, de la même manière que ne pas laisser faire, c'est notre responsabilité de citoyens et de citoyennes, et en même temps, c'est aussi notre responsabilité. Avec un bémol quand même. Moi, l'espoir que j'ai dans l'ensemble de ces pays, c'est la contradiction fondamentale qu'ils sont en train de vivre, et qui a été évoquée tout à l'heure, sur le terrain du droit des femmes. Le droit des femmes est un véritable levier pour faire exploser un certain nombre de contradictions. Et on doit l'appuyer totalement. Pourquoi est-ce un levier en ce domaine? Tout simplement parce que peu ou prou la réalité sociale, économique ou autre amène les femmes dans ces sociétés sur le devant de la scène, le droit de revendiquer leur place, et en même temps les structures tiennent un discours qui est contraire. Là, il y a quelque chose de positif qui est en train de naître. Iman, votre question est tellement pertinente que Lina Atala et Jacques Rupnik veulent aussi apporter leur éclairage. Lina Atala. Donc, deux choses. Premièrement, je pense qu'il y a un peu quelque chose de spécial au modèle État-nation post-indépendance, post-coloniale dans le monde arabe. Et c'est que ces États-là sont nés avec la raison d'être qu'ils vont protéger le peuple du colonialisme, des forces de l'occupation. Et je crois que ce rationnel continue jusqu'à maintenant. Et ça nous revient maintenant au XXIe siècle avec un discours de « nous sommes là pour vous protéger du terrorisme, nous sommes votre meilleure solution contre tous les dangers et les risques sécuritaires auxquels nous faisons face ». Donc il y a ça. Et la seconde chose, c'est qu'on voit de plus en plus une adoption de la langue de la Révolution
au niveau des autorités et des pouvoirs autoritaires. Par exemple, on sait très bien que la jeunesse était une force centrale au soulèvement de 2011 et dès ce temps-là, on ne voit que les différents régimes qui ont pris charge de l'Égypte, dans le cas de l'Égypte. Depuis ce 2011, ils avancent toujours des projets qui visent à la jeunesse, des conférences, des invitations de dialogue. Il n'y a pas de profondeur dans ce désir de s'approcher des jeunes. Il y a plutôt cette peur, cette méfiance de la jeunesse, parce que c'est le corps capable, c'est une question plutôt biopolitique. Et ça séduit, ce discours, ça séduit à beaucoup de jeunes, en fait. Jacques Lecnic, vous vouliez aussi apporter un éclairage. Juste en style télégraphique, mais puisque ces étudiants de très bonne lecture, Étienne de la Boétie, qui était à peine plus âgé que vous quand il a écrit son magnifique texte que nous lisons encore aujourd'hui, et Machiavel, bien sûr, pourrait y rajouter Václav Havel, Le pouvoir des sans-pouvoirs. Magnifique essai sur les situations dont nous parlons. Qu'est-ce que vous faites? Et il évoque là quelque chose qu'on pourrait appeler la gouvernance par la peur. Alors, si vous voulez comprendre les mécanismes, voilà, la répression, c'est un aspect. Vous tapez très fort sur le groupe qui paraît le plus actif ou le plus résistant. Mais vous instillez la peur dans le reste de la société. Ça, c'est très important, la gouvernance par la peur. Vous avez un deuxième élément, quand vous le pouvez, vous achetez la soumission. Ça coûte très cher pour votre liberté si vous levez la tête. Par contre, si vous vous contentez d'être un consommateur lambda, vous pouvez plus ou moins vous adapter et vous ne serez pas inquiété. Donc, on achète la paix sociale quand on le peut. Tous les régimes ne peuvent pas se permettre ça. Ça, c'est une deuxième recette. Et la troisième, c'est le recours au nationalisme comme source de légitimation. Donc, ce n'est pas la citoyenneté, c'est le peuple. On glisse du peuple à la nation. Ce n'est pas le peuple citoyen, c'est le peuple nation fermée, menacée de l'extérieur par des ennemis et de l'intérieur. Il y a l'ennemi intérieur. Et donc, dans chaque pays qu'on a évoqué ici, mais vous pouvez en ajouter d'autres, vous retrouvez ce genre d'ingrédients, l'ennemi interne et l'ennemi externe, ça soude la nation et le leader. Et là, vous avez besoin du pouvoir fort, et la soumission, dans ces cas-là, est volontairement acceptée. Voilà, servitude volontaire, comme vous avez bien dit. Alors, Le pouvoir des sans-pouvoirs de Václav Havel, peut-être en vente dans les librairies à la sortie de cette salle, je ne sais pas. Une autre question d'un élève de terminale du lycée Pierre Mendès France à Vitrolles, il s'appelle Grégory, je ne sais pas où il est là. Bonjour, je suis un peu stressé. On va vous aider, c'est pas bien grave. Hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, nous, on est en terminale L. Et le premier chapitre qu'on étudie en histoire géo avec notre professeur qui est juste derrière moi, c'est... et qu'on peut nommer peut-être. Madame Dubois. Qui est une, on l'applaudit. On la surveille. Qui est une professeure très sympathique. Plus un point. Peut-être deux. Alors... donc nous avons vu les mémoires de la guerre d'Algérie comme premier chapitre en histoire cette année et nous avons donc vu que le FLN après la guerre d'Algérie a construit une sorte de mémoire officielle pour légitimer son pouvoir en Algérie. Et du coup en fait on s'est posé la question en classe tout comme notre ancienne question qu'a évoqué ma camarade Iman. On s'est demandé quelles sont les mesures, qu'est-ce qui amène les régimes autoritaires à s'appuyer en fait sur une reconstitution de l'histoire et une sorte de mémoire officielle. Voilà. Michel Dubiana, voulez-vous répondre? Parce que l'enseignement qui est alors délivré est celui de cet enseignement officiel qui est une justification, une auto-justification du régime en place. Le FLN, c'est un vrai drame d'ailleurs pour l'Algérie. Tous les grands travaux sur la révolution et la lutte de libération nationale algérienne ont été faits en France. Qu'il s'agisse de Benjamin Stora, qu'il s'agisse, mis à part Mohamed Harkoun, le reste
est quasiment impossible parce que les archives sont inatteignables, etc. Et à partir de là, ça autorise les autorités algériennes à construire un mythe. Par exemple, qu'il n'y avait pas de dissension à l'intérieur du FLN. Alors que non seulement il y avait des dissensions à l'intérieur du FLN, mais qu'elles se sont exprimées de manière sanglante à l'intérieur du FLN, etc., etc. Et donc le gouvernement construit une histoire, la serre, c'est ce que Erdogan est en train de faire avec l'Empire ottoman dans le cadre scolaire, et à partir de ce moment-là, il faut remonter après le handicap. Il faut être remonté l'esprit, la capacité d'esprit critique, et de dire non, ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est pas ça, cette histoire. Quand il n'y a plus d'historiens pour pouvoir, au bon sens du mot, réviser l'histoire en permanence, c'est toute la mémoire des peuples qui disparaît. Moi, la mémoire des peuples, mais tout aussi leur capacité de critique qui disparaît. Et au fond, je vous renvoie, nous sommes très littéraires aujourd'hui, mais si vous voulez quand même la meilleure illustration de cela, vous l'avez dans 1984, où l'on refait l'histoire en permanence pour la rendre conforme au projet politique du gouvernement en place. Donc de George Orwell. Alors maintenant, même ceux qui ne sont pas en terminale vont avoir l'autorisation de poser une question dès que les mains se lèvent. Et elles se lèvent. J'ai une dame juste en face de moi. Sans limite d'âge ? C'est sans limite d'âge. Hein. D'accord. Bonjour tout le monde et merci. Je voulais faire un constat. Il y a quelques années, après le printemps arabe, ici, à cette même place, il y avait des gens qui nous ont dit 1789 jusqu'à la démocratie en France, ça a été très long. Mais d'après le portrait que vous venez tous de faire, c'est tragique dans le sens où on a l'impression que la liberté est muselée. Ou alors, si elle existe parcimonieusement. Et ça fait mal. Et en plus, d'après ce que vous dites, Monsieur Toubiana, il semblerait que nous sommes responsables de cette liberté muselée. Nous sommes responsables, ici en Occident. Alors, est-ce que nous avons une part de responsabilité? Madame, je crois que là-dessus, il faut qu'on soit très clair. Je ne suis pas en train de faire un gâteau, et dans ce gâteau, telle responsabilité et telle responsabilité. La part de responsabilité que nous avons en tant qu'Occident existe. La part de responsabilité des régimes du Sud est aussi existante. Il a été évoqué tout à l'heure la création des États-nations post-coloniaux. Eh bien, les États-nations, notamment dans cette région, pas convaincus que le nationalisme arabe tel qu'il s'est exprimé autour de Nasser, etc., soit pas responsable, bien au contraire, d'un certain nombre de dérives. Donc, je veux dire, ne rentrons surtout pas dans un débat sur lequel l'homme blanc serait responsable et pas les autres, ou les autres seraient seulement responsables et l'Europe, pas du tout. Il faut simplement se contenter d'analyser la complexité, si j'ose dire se contenter. Il faut accepter d'analyser la complexité des situations, y inclure notre responsabilité, mais ne pas gommer aussi les autres responsabilités. En ce domaine, je crains que nul ne soit innocent. Tort partagé, donc. Il y a une question au premier rang d'un jeune homme qui était encore, il y a quelques années, en terminale. Oui, donc, alors moi, ma question, c'est à propos de la Russie. Donc, le rôle de la Russie à l'international croît, où bon, ils jouent une part, même si elle n'est pas désirée, dans les élections diverses, et notamment au Moyen-Orient, où enfin, ils soutiennent différents pays dans la guerre contre l'État islamique. Et donc c'était pour savoir si la Russie était juste un partenaire militaire complaisant pour les présidents dictateurs. Je ne sais pas comment on appelle les présidents de démocrature. Mais, ou alors s'il y avait une chance que le modèle
culturelle russe d'un État fort et conservateur se diffuse. Question pour vous, évidemment, Jacques Rupnik. Quel est le pouvoir de nuisance de la Russie? Bon, déjà, faut comprendre que la Russie utilise une situation au Moyen-Orient, une situation qu'elle n'a pas créée, mais qu'elle exploite. En particulier, par exemple, la crise syrienne, hein, on l'a vu très clairement, pour se repositionner comme une grande puissance. Hein. Il y a eu le sentiment que les Russes, qu'ils ont été éclipsés dans l'après-guerre froide et réduits, non seulement l'Union soviétique a disparu, mais que la Russie, finalement, n'était plus une puissance. Là, ils ont profité, en quelque sorte, du contexte au Moyen-Orient, en particulier, on l'a vu en Syrie, pour se réintroduire dans le jeu diplomatique et par la présence militaire. Ils ont une base militaire en Syrie, c'est pratiquement la seule qui leur reste au Moyen-Orient. Autrefois, du temps de l'Union soviétique, ils avaient comme alliés des régimes autoritaires qu'ils qualifiaient de progressistes. Et c'était le front du refus. C'était les États qui étaient hostiles à Israël. Il y avait l'Irak, la Syrie, la Libye. Bon, ça, c'est ce qu'ils considéraient à l'époque comme leurs alliés. Ça, c'est fini. Il restait la Syrie. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le paquet, y compris militairement, pour se réintroduire là. Et du coup, ils se sont... Leur objectif, c'était de se rendre indispensable, incontournable. Vous voulez résoudre la crise syrienne, vous devez compter avec nous. Ils ont offert à Assad, comme vous le savez, qui était en train de massacrer à grande échelle, ils ont offert à Assad une porte de sortie en 2013, au moment où il était question d'une intervention militaire occidentale, en proposant l'évacuation des armes chimiques de la Syrie. Ça suffit pour que les Occidentaux donnent un répit à Assad, qui a continué d'ailleurs à massacrer. Et l'argument de Poutine était en gros, et pas seulement de Poutine, mais d'autres l'ont repris ensuite en Occident, c'était de dire, vous n'aimez pas Assad, mais Assad, c'est une menace surtout pour son peuple. Alors que l'État islamique, c'est non seulement une menace pour les Syriens et les habitants, les peuples du Moyen-Orient, c'est aussi une menace pour vous avec le terrorisme. Donc, choisissez, entre guillemets, le moindre mal. La Russie soutient d'Assad avec l'Iran, et pour vous le partenaire. Donc ça, c'est la façon dont les Russes se sont réintroduits comme acteurs internationaux dans la région qui nous intéresse ici, donc au sud de la Méditerranée. Il y a un autre aspect, mais on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, la façon dont la Russie exploite quelque chose qu'elle n'a pas inventé, mais que les Occidentaux ont inventé, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les Twitter, l'Internet, les fake news. Et dans cet espace virtuel non contrôlé, les Russes, semble-t-il, ont été particulièrement actifs, non seulement dans la campagne américaine, mais peut-être aussi pour le Brexit ou pour la Catalogne. Je n'irai pas jusqu'à... alors, tout ça existe et il faudra voir comment des nouvelles révélations pourront être documentées. Je n'aimerais pas sombrer dans l'excès inverse de dire « Ah, la Catalogne veut devenir indépendante. Ah, c'est les Russes qui sont derrière. » Non, le problème de la Catalogne, M. Puigdemont n'a pas attendu Vladimir Poutine pour avoir des velléités d'indépendance, et s'il fait un référendum, il n'est pas téléguidé par le Kremlin. Que le Kremlin souhaite affaiblir l'Espagne ou affaiblir l'Union européenne, incontestablement. Le thème du numérique sera peut-être abordé demain dans la dernière table ronde. Quelle liberté face au bouleversement économique et numérique? Mais en attendant, une première question au premier rang sur la droite, là. Ce n'est pas tout à fait une question. Ah, ça commence mal. Oui, non, mais ça va peut-être terminer par une question. C'est une petite phrase que j'ai entendue qui m'a un petit peu fait tiquer. Justement, et c'est en lien avec ce qui est dit ou ce qui a été dit par la suite, ce qui concerne les mémoires, l'histoire et on pourrait dire aussi l'histoire officielle. Et cette phrase, c'est à un moment donné, il a été dit que pourquoi les modèles occidentaux pouvaient ne plus être aussi attractifs.
il a été dit, le cœur même de la démocratie est vulnérable. Sous-entendu que le cœur même de la démocratie, c'était les pays occidentaux. Et moi, c'est ce genre de petites phrases qui me fait tilter. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si, ça a été dit, ça a été évoqué un petit peu, c'est comme si toute une certaine partie de l'histoire des démocraties occidentales était complètement tout le temps déniée et oubliée. Les sociétés occidentales, elles se sont construites aussi avec ce qui s'est passé en dehors des démocraties occidentales, et c'est peut-être le retour de quelque chose de cette histoire qui est toujours un petit peu oubliée, qui revient dans le monde et qui revient aussi par la Méditerranée du Sud et qui vient interroger aussi nos fonctionnements démocratiques. C'est juste pour faire un lien avec ce qui s'est passé dans la rencontre précédente. C'est comme si ce qui avait été dit répondait un petit peu aux questions qui se posent dans cette rencontre-là. C'est-à-dire que nos libertés, elles sont construites. Elles se sont construites et qu'on pose la question maintenant de comment on pourrait continuer à construire toujours nos libertés ensemble, et que les réponses, elles se trouvent aussi dans le questionnement qu'on peut avoir sur nos sociétés actuelles. De l'universalisme de nos sociétés, Michel Piana? Non, c'est Jacques Rupnik qui a employé cette... Alors, Jacques Rupnik, vous voulez rebondir ou qui veut rebondir? Personne. Après, voilà, donc c'était une déclaration. Moi, je trouve que je parle trop. Il n'y a pas de malentendu. Effectivement, je pense que la démocratie, elle est née en Europe, en Occident, et que c'est ça le cœur, entre guillemets, de la démocratie. Ne veut pas dire qu'il y a ni le monopole, ni que cette démocratie fonctionne. On en a décrit ici toutes les faiblesses, j'en ai moi-même parlé. Donc, oui, c'était pas un éloge de l'Occident, mais c'est un constat. Et peut-être l'illusion qu'ont eu les démocraties occidentales, après 89, que ce modèle allait se propager à l'échelle internationale. Et ça, c'était une illusion. C'était peut-être une nouvelle forme de colonialisme, entre guillemets, inavoué, que voilà, nous sommes toujours porteurs soit du progrès, soit d'une mission civilisatrice, soit de la démocratie qui va se répandre. Bon, je pense que là, cette illusion-là, elle est terminée. Nous sommes dans une phase inverse. Ce n'est plus le centre, entre guillemets, et je veux bien mettre tout ça entre guillemets, qui va se diffuser, pas seulement la bonne parole, mais son modèle économique ou démocratique vers la périphérie. Maintenant, c'est la périphérie qui, en quelque sorte, a un impact sur ce qui se passe au centre. Et on est dans une interaction entre les deux mondes, entre le centre et la périphérie. Il n'y a plus de frontières entre les deux. En un sens, ça, c'est intéressant aussi. Et c'est vrai à l'Est, par rapport à l'influence de Poutine en Ukraine ou ailleurs, mais c'est vrai aussi au sud. La Méditerranée, c'est une frontière, mais c'en est pas une. On le voit, on est bien placé ici à Marseille, je crois, pour savoir que l'interaction, l'interpénétration entre ces deux mondes est là. Donc voilà, le centre n'est plus le centre et la périphérie. Comment c'était la formule de Descartes? Le centre est partout et la périphérie est nulle part. Alors, il y a des questions en haut de la salle, donc je le dis pour tout à l'heure, mais là, il y a voilà, monsieur, une question ici au deuxième rang. Monsieur Rupnik, si on considère le XXe siècle court, c'est-à-dire qu'il a commencé avec la guerre de 14 et il s'est terminé avec la fin du soviétisme, pour faire court, est-ce que vous ne pensez pas que dans le temps long, la leçon qu'on a tirée de tout ce qui s'est passé dans cet intervalle, c'est la fin de la notion de parti unique pour diriger un pays, même si c'est une tentation permanente. La deuxième question est pour Cengiz Akhtar, et lui dire, est-ce que, puisqu'il nous parle depuis Athènes, est-ce que la question de la reconnaissance du génocide des Arméniens par la société turque, est-ce qu'elle est renvoyée au calendrier grec dans la situation actuelle Je propose que de la Turquie. Monsieur Erdogan, elle n'existe pas. D'abord parce que la réponse peut être courte. Oui. Non, je crois que en gros, tout ce travail d'origine civile, n'est-ce pas? La société civile turque a commencé à casser les tabous
de l'invention de l'État-nation les uns après les autres, eh bien, ce qu'on appelle dans la terminologie le travail de mémoire, toutes ces politiques de mémoire, n'est-ce pas, sont en train de voler en éclats aujourd'hui. Juste 2 informations. La petite communauté arménienne n'arrive même pas à élire son patriarche depuis des mois. Ça dure. L'État ne veut pas du candidat. Hein. Et puis l'église de Surgiravos qu'on a retapée par c'est la municipalité kurde qui a payé, n'est-ce pas, à Diyarbakir. Eh bien, elle est presque en ruine, là. Elle venait d'être retapée, oui, parce qu'elle a été pillée et tout. C'est le quartier antique, n'est-ce pas, de la ville, qui a été rasé, littéralement, un peu comme Tolède. Ouais. Et l'église, pas seulement l'église arménienne, mais aussi l'église syriaque, en ont pâti. Donc, voilà, deux symboles très importants. Mais pas seulement par rapport à ça, les Turcs ont commencé à renier la réalité kurde. Hein, donc ça fait partie aussi de la politique de mémoire. Non, c'est terrible, c'est malheureusement la question. Et oui, alors calende grecque. Jacques Lepnik. Fin du régime de parti unique. Je dirais plus précisément, c'est fin d'un système totalitaire, parce que le parti unique qui était au pouvoir jusqu'en 89 dans ces pays, n'était pas un parti. Le mot « parti », ça vient du latin « pars », c'est une partie du tout. Lorsque la partie devient le tout, il n'y a plus de parti, c'est la fin, ce n'est plus un parti. Et vous avez ce qu'on appelait l'État-parti, la fusion totale entre l'État et le parti, et l'ambition de cet État-parti de contrôler tout. La société, la culture, enfin bref, l'économie, absolument tout. Donc ça, c'était le modèle totalitaire. Et ça, c'est effectivement terminé après 89. Ce dont nous parlons aujourd'hui en Égypte, en Algérie, mais aussi en Turquie, en Russie, etc., c'est plus le régime totalitaire au sens où je viens de le mentionner, c'est des nouvelles formes de régime autoritaire qui parfois tolèrent quelques petits partis ou quelques oppositions périphériques. Mais voilà, ce sont des partis hégémoniques, des partis dominants qui verrouillent les oppositions et qui fonctionnent donc sur un nouveau modèle autoritaire. Hein. Ça serait difficile à définir. C'est des régimes hybrides parfois, parce qu'ils pratiquent les élections, tout en gardant le monopole du pouvoir. Donc ces régimes hybrides, oui, c'est un autoritarisme qui n'autorise pas une véritable compétition pour le pouvoir. Voilà. Question, madame. Oui, ma première question. Rabat Attaf, je suis journaliste, spécialiste du monde arabo-musulman. Il se trouve que je connais bien l'Égypte, puisque j'y ai effectué 3 ans de séjour pour suivre la révolution, et que je connais bien évidemment l'INA, dont j'ai suivi le parcours et la création de Madame Assar. Ma première question, justement, est destinée à vous, monsieur, j'y vois très mal, Jacques Rupnik. Vous venez de décrire ce qu'est le totalitarisme, mais au XXIe siècle, c'est-à-dire un système qui a très bien intégré toute la nouveauté et comment dire, la mise en place de mascarades électorales, pour pouvoir effectivement leurrer, nous, les Occidentaux, dont ils savent qu'ils sont très bien dépendants en matière de financement. Je reviens là-dessus parce que j'ai entendu M. Toubiana dire qu'effectivement on avait une responsabilité, nous en tant qu'Occidentaux, mais qu'elle n'était pas plus que les régimes en place. Or, pour être aussi chargé de mission, travaillant en relation avec les commissions de l'ONU en matière de droits de l'homme, je me suis rendu compte que sur la question des disparitions forcées, sur laquelle nous travaillons d'une façon très attentive depuis 2005 en Égypte, nous avons observé le processus suivant. Tant que les Occidentaux protestaient, les disparus réapparaissaient en prison. Ils avaient été certes salement torturés, mais ils réapparaissaient en prison et entraient ensuite dans un processus de pseudo-justice et de procès montés de toutes pièces.
mais au moins nous nous disions qu'ils étaient vivants. Or, depuis la visite de M. Hollande en Égypte, par exemple, et récemment de M. Al-Sisi en France, on s'est rendu compte que M. Al-Sisi avait maintenant une garantie d'immunité telle qu'on a constaté depuis à peu près donc, ces périodes-là qu'on a de plus en plus d'exécutions extrajudiciaires en Égypte. Donc, effectivement, quand on dit qu'on est un peu responsable, mais pas tout à fait, moi, je dis oui que nous tolérons de nos gouvernants des choses qu'on n'acceptait pas hier, contre lesquelles nous protestions haut et fort, et ce d'autant plus que ici, en France, nous nous sentions responsables d'encadrer nos amis de ces pays où ils étaient fortement réprimés. Monsieur Toubiana, on a je crois qu'on a compris la question. Oui, on a un petit parcours commun. On encadrait les militants de Tunisie, par exemple, et autres, et qu'effectivement... Alors, je vais poser ma question. Ah, tout de même. Je vais poser ma question, mais vous savez, je suis de culture arabe, et donc on a toujours un petit prologue avant d'amener la question. Est-ce qu'on peut la résumer en disant responsable et presque tous coupables? La résumé, oui, c'est... alors Michel Toubiana va y répondre. Non, simplement, madame, en un mot, simplement, madame, s'il vous plaît, en un mot. Il y a un mot qui fait la différence entre ce que vous dites et ce que j'ai dit. Plus. Tant qu'on sera dans un calcul d'échelle de valeur de plus, de moins, on se refusera à comprendre la complexité des situations. Je ne suis pas en train de dire les Occidentaux sont plus, moins, les régimes sont plus, moins. Je dis que nous devons analyser leurs responsabilités dans la complexité et de savoir ce que nous pouvons plaider et faire à l'égard des uns ou à l'égard des autres. Je n'agirai pas de la même manière à l'égard du régime du maréchal Sissi qu'à l'égard de Macron. J'ai une confidence. J'ai été atterré, mais alors atterré, non seulement par la déclaration de Macron à propos de Sissi, mais... Allez, j'hésite pas à vous le raconter parce que ça nous a bien fait rire en même temps. Il est tradition qu'on consulte les ONG avant. Alors donc, nous avons été consultés. Et personne qui est en charge des droits de l'homme, là où vous savez, nous a expliqué que nous avions mis le président de la République dans une situation très difficile. Parce que nos attaques contre l'état d'urgence, contre la loi sur l'état d'urgence en France, avaient été si virulentes qu'il avait eu vent que des hommes comme le maréchal Sissi lui disaient « Mais enfin, qu'est-ce que vous me reprochez? Regardez ce qui se passe chez vous. » Ben oui, ça, on pouvait s'y attendre. Et donc, par conséquent, moi, ce que je vous demande, madame, c'est d'essayer de comprendre, c'est d'essayer que nous comprenions ensemble que nous avons des choses à faire changer, que ce soit à l'égard de ce régime, que ce soit à l'égard d'une autre, ou d'un autre régime. Et que rentrer dans un système de comparaison de plus ou moins, ça ne nous apportera rien, et au contraire nous perdrons notre temps à savoir qui est plus quoi. Qui est plus quoi? Je m'en fous, moi, de savoir qui est plus quoi, et je vous assure une chose, c'est que les militants égyptiens, les militants turcs, ils n'ont qu'un seul souhait, c'est que leur situation s'améliore, et pas qui est plus quoi. Bon. Question sur ma gauche vers le milieu de la salle. Oui, alors ma question, j'ai bien peur qu'elle revienne sur ce que vous venez de dire, Monsieur Toubiana, sur les comparaisons, en fait. Quand j'écoute l'histoire récente, tragique de la Turquie, je me dis que ce pays a connu une accélération d'une grande brutalité de l'évolution vers un régime autoritaire, avec des milliers d'arrestations, enfin tout ce que l'on sait. Ça me fait penser à l'histoire bien connue de la grenouille, c'est-à-dire que la grenouille qu'on débouillante en la jetant dans l'eau bouillante d'un coup,
Et donc, moi, ça me fait penser à notre évolution à nous. C'est-à-dire que nous sommes une grenouille mise dans de l'eau froide dont on élève la température petit à petit. Oh oui. Et donc, on ne réagit pas, ou on réagit pas peu, comme si on était anesthésié, en fait. Donc le meilleur exemple, c'est celui que vous avez soulevé, qui est finalement l'acceptation de la société française par rapport aux mesures de l'état d'urgence qui ont été mises dans le droit commun, quoi. Et quand j'ai entendu à la table ronde tout à l'heure nous parler de la séparation des pouvoirs, j'ai envie de parler de la France quand même, où la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, je ne sais pas où vous la voyez, mais c'est assez compliqué, quoi. Le pouvoir des médias, idem. Bon. Donc, un dernier point, et après je poserai ma question. J'ai juste une phrase. Ah oui, il y a quand même une question au bout de la déclaration. Absolument. Un peu recentré sur le débat, sur la table ronde. Mais il me semble que je parlais du débat, parce que figurez-vous, monsieur, que je parlais d'un pays de la Méditerranée, des pourtours de la Méditerranée, qui s'appelle la France. À ma connaissance, nous faisons partie des pays méditerranéens. Voilà. Et donc, une dernière remarque qui concerne l'utilisation du mot populisme. Je sais qu'il y a un populisme d'extrême droite, il y a un populisme d'extrême gauche, et il y a quelqu'un qui parlait de populisme d'extrême centre. Pour prendre l'exemple du président Sarkozy, qu'est-ce qu'il faisait lorsque vous vous souvenez? Un fait divers, une loi, qu'est-ce que c'était? Sinon de gouverner finalement par l'émotion et par la peur. Donc ma question est la suivante. Nous y voilà. Ma question est la suivante. Est-ce que on ne serait pas plus crédible dans nos discours sur les différents états de l'autoritarisme autour de la Méditerranée? Est-ce qu'on ne serait pas plus crédible si on admettait d'abord que nous avons, nous aussi, des problèmes par rapport aux dérives autoritaires? Je crois que ça a été un peu abordé. Non, alors, je parle trop, là. Alors, bon, Michel Toubena parle trop. Cengiz Akhtar, il est turc, il vit en Grèce. Il n'est pas français. Lina Atala est égyptienne. Jacques Rupnik est français d'origine tchèque. Alors, allez, Jacques Rupnik. Non. Non, bah alors je suis désolé, madame. C'était plus un commentaire. C'était plus un commentaire, voilà. Donc, personne. Alors, par contre, une question tout en haut de la salle, cette fois-ci. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais pas être long. J'arriverai à ma question. En tout cas, ce que les intervenants nous ont montré, c'est que les régimes qui nous ont été vendus ces derniers temps, la nature de ces régimes-là, les masques commencent à tomber. Moi, je me souviens de la Turquie, c'était l'islam moderne, c'était tout ça, mais aujourd'hui, les choses sont claires. Je voudrais juste poser la question à M. Tubiana. Je pense qu'il a mis le point sur la question de la Palestine et d'Israël et du conflit. Je soutiens à fond cette analyse. Par contre, il a posé la question de la Tunisie. Hier, notre ami Ben Achour, qui était présent ici parmi nous, et qui est toujours, je pense, présent, nous a bien expliqué que la Tunisie a puisé son intelligence sur la société tunisienne, qu'elle n'avait besoin d'aucune influence d'extérieur. Aujourd'hui, la question que je me pose, puisque vous nous avez parlé que la Tunisie a besoin d'un certain nombre de millions pour construire, en fait, pour protéger sa révolution, pourquoi, puisque ici, autour de cette table, et notamment vous, M. Tubiana, vous êtes à la tête d'une grande organisation, d'une ONG, pourquoi ne pas lancer une souscription au niveau de tous les démocrates, au niveau national en France et au niveau international, pour pouvoir aider notre cher petit pays de la Tunisie, petit par sa taille, mais grand par son peuple, pour se protéger contre l'influence des islamistes et des gens qui ont... Parce que nous avons intérêt que l'expérience tunisienne réussisse. Sinon, c'est tout le bassin méditerranéen qui explose. Nous avons compris votre question. Voilà. Michel Toubiana a eu l'idée d'un crowdfunding. Oui. Écoutez, à hauteur de 70 millions de dollars, à hauteur de 70 millions de dollars, je crains que les djihadistes soient passés et repassés et repassés par la frontière avant que les choses puissent... Puis en fait, ce que je voulais dire par là, c'était mettre en évidence
les calculs à court terme de l'Union européenne face à une réalité, puisque dans le budget de l'Union européenne, 70 millions de dollars, c'est vraiment pas grand-chose. Une dernière question, car nous sommes proches de 17h et nous devons rendre la salle. Madame. Ma question porte sur les soutiens financiers extérieurs à la montée de ces régimes autoritaires, en Méditerranée, aux alentours, mais même au-delà, bien sûr. Et aussi sur le rôle ambigu de l'Union européenne dans ses soutiens à des régimes qui deviennent de plus en plus autoritaires. Merci. Alors, Jacques Rupnik, vous êtes le plus européen de la table. Est-ce que l'ambiguïté de l'Union européenne est à ce point aussi grande en termes de financement et de soutien? Écoutez, en termes de financement, je commencerai par dire quelle était la conception de l'Union européenne dans sa politique de voisinage. Si vous remontez aux années 90, on avait le processus de Barcelone. On avait 3 dimensions. Une, sécurité. On voulait plus de sécurité des deux côtés de la Méditerranée. On voulait les échanges économiques. Et on voulait favoriser, même modestement, les progrès des droits de l'homme. Tout ça était hérité du modèle Helsinki. Les fameuses 3 corbeilles de Helsinki. Sécurité, échange économique et droits de l'homme. On avait l'impression que tout ça convergeait. Bilan de cette politique, très faible. C'est pour ça que certains ont voulu lancer des initiatives nouvelles. Vous vous souvenez de l'Union pour la Méditerranée, Président? J'ai d'ailleurs jamais compris le titre de cette initiative, l'Union pour la Méditerranée. Est-ce que quelqu'un est contre la Méditerranée? Bon, tout ça. Bon, mais peu importe. Ça voulait dire qu'on avait besoin de réinventer autre chose. Et je crois qu'on n'a pas réinventé. Et le printemps arabe, quand il est arrivé, a soudain interpellé l'Europe sur comment soutenir un processus de démocratisation qu'on ne peut pas imposer, mais qu'on peut soutenir peut-être de l'extérieur. C'était ça la question qui était posée. L'alternative n'est plus seulement est-ce que vous voulez les militaires ou les barbus? Bon, il y avait là une 3e option qui s'ouvrait, et comment la soutenir? Eh bien, il y a eu une politique qui était de dire on va aider ceux qui cèdent eux-mêmes. En anglais, c'était « more for more ». Vous aurez plus de soutien financier si vous faites des réformes démocratiques plus avancées. Mais le temps de mettre la politique plus ou moins bien conçue en place, le printemps arabe était devenu un automne autoritaire ou islamiste. Donc la Tunisie, soudain, est devenue... Alors là, elle est importante, c'est un enjeu. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la Tunisie. C'est un enjeu symbolique majeur. Le soutien... l'Europe ne donne pas de soutien financier à les régimes. Elle donne des soutiens, je crois, politiques. Elle devrait donner un soutien financier majeur à un régime qui est peut-être en train de réussir, peut-être, je ne suis pas expert, là il y a des experts autour de la table, mais au moins ce que je lis laisse à penser que la Tunisie est le seul cas où on a eu un compromis, où le parti islamiste, Ennahda, a fait un compromis avec la société civile laïque, que ce compromis est fragile, qu'il dépend beaucoup et de l'environnement de sécurité, y compris des questions de frontières, mais il dépend beaucoup des questions économiques et sa capacité à tenir la route. Là, l'Europe peut faire la différence. C'est un enjeu majeur symbolique et politique énorme pour toute la région. Oui, tout ce qu'on peut faire, c'est inciter l'Union européenne, si elle veut prouver que sa politique de voisinage existe encore et qu'elle a une dimension démocratique. Parce que si la politique de voisinage, c'est uniquement gérer la question de la sécurité et des migrations, c'est disons, une réduction considérable. Si on veut garder cette dimension démocratique essentielle, la Tunisie, c'est là qu'il faut commencer. Merci Jacques Rupnik. Un mot que voulait rajouter Gengis Akhtar avant que nous nous quittions. Eh bien, il y a eu une intervention tout à l'heure pour un plaidoyer en faveur de la Tunisie qui est extrêmement important, mais qui a balayé d'un revers de main l'expérience turque. C'est une erreur. Hier, Yad Ben Achour, très justement,
poser la grande question de l'islam, mais pourquoi on échoue chaque fois quand on cherche à aller dans le sens démocratique. Je crois que l'expérience turque, l'échec turc, la faillite turque devrait faire poser cette question et faire réfléchir, parce que c'est très très important. On parle de 80 millions, on en parlait au début avec Tubiana. Eh bien, le fait que la Turquie va maintenant dans d'autres cieux, sinon océans, eh bien, c'est dans l'intérêt de personne. Imaginez une Turquie européenne, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, ça pourrait vouloir dire pour la stabilité du Moyen-Orient. On n'y pense jamais assez. Donc, attention, mais surtout par rapport à cette parenthèse d'Averroès, que je dirais, que la Turquie a ouvert, n'est-ce pas, avec cet islam politique, eh bien, c'était une parenthèse qui a mal fini. Malheureusement, on est retombé dans le imam Ghazali, on est retombé dans la fermeture, on est retombé dans l'isolationnisme, et franchement, ça devrait faire réfléchir partout, pas seulement dans le monde arabe, et bien sûr soutenir à fond la petite expérience tunisienne qui a une valeur vraiment innommable, extrêmement importante. Voilà. Merci à tous pour votre attention, vos questions. Tout de suite, à la sortie de cette signature avec les intervenants, l'appel au pardon, Djenji Dakhtar, géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages, Jacques Rupnik, et Michel Tubiana, en partenariat avec Evelyne Lagardec, conte philosophique de la diversité, à 20h ce soir dans cette même salle, soirée Syrie, des images face à des clichés. Bonne soirée. Merci.